Il est bien sûr que jamais la vie privée des hommes n'est aussi riche, aussi valable qu'au temps de Noël. Et comme maintenant c'est une époque qui dure un mois dans les villes, avec ses lumières et ses rêves, nous devrions être comblés. Pourtant, nous ne sommes pas très sûrs que la petite aventure à travers laquelle nous avons choisi de vous entraîner ce soir soit en accord parfait, en harmonie avec le temps de Noël. Enfin, nous le pensons, mais il est possible que vous en jugiez autrement. Malheureusement, il ne nous est pas possible de reculer maintenant. Le sujet de notre programme est tellement fragile, tellement périssable, qu'il n'existerait plus demain. Paul, vous êtes le bienvenu. Qu'est-ce qu'il y a? Déçu? Vous m'aviez annoncé des grandeurs. C'est la palissade derrière laquelle il se passe quelque chose. Est-ce que la caméra peut nous suivre? Voilà, Paul, la maison. C'est pas très excitant, hein? C'est pas gai, plutôt triste. C'est même laid. C'est même assez laid. L'architecture du début du siècle, pourtant, Paul, cette maison-là, je vais vous dire, c'est toute la belle époque. À ce moment-là, les habitants de la maison sont des princes, ses invités sont des rois. À ce moment-là, les Champs-Élysées étaient comme ça, ou bien comme ça, suivant les heures de la journée. Le Paris de 1900, dont rêvaient les ravissantes de New York, de Tokyo ou Odessa, c'était ça, c'était cette maison-là. Bon, évidemment, pour restituer la vérité, il faut faire un effort. Par exemple, à droite, ce building de 9 étages, vous ne l'y tenez pas, faut le démolir. Parce qu'alors, c'était le parc nonchalant, romantique, qui allait jusque très loin là-bas. Faut démolir aussi à gauche, ça n'existe pas, c'était encore le parc et les ombres complices. Derrière, ah là, au contraire, alors il faut reconstruire. Parce qu'il y avait le pavillon d'honneur qui abritait les postillons chargés d'accueillir les calèches des duchesses qui venaient pour les soirs. Vous comprenez pourquoi il vaut mieux entrer tout de suite si nous voulons voir autre chose que des ruines. Je vous laisse le soin d'entrer le premier, mais je vous demande de ne poser aucune question. Entrez. Eh ben alors, Tout ça me semble parfait, mais est-ce que vous ne croyez pas que vous pourriez faire au moins l'effort de m'expliquer en quel siècle nous allons vivre, non? à la belle époque. Ce personnage qui est en haut de l'escalier, c'est Joseph, premier maître d'hôtel. Il y a 61 ans que pour la première fois, il a mis cette livrée des princes. Aujourd'hui, pour la dernière fois, en votre honneur, il la porte. Vous ne doutez pas que Joseph sait tout et probablement davantage sur cette maison. Vous savez, Paul, il faut se méfier de la nostalgie d'une époque qui est en train de nous tirer sa révérence parce que c'est contagieux. Ça fait rien, jetez quand même un coup d'œil attendri sur cet affreux objet. Les scellés, ils viennent juste d'être brisés pour que nous puissions passer. Ah, dites donc, je vous avertis que sur chaque objet, vous allez voir dans cette maison, il y a un affreux numéro d'ordre qui a été placé par un commissaire-priseur, ça veut dire vente, enchère publique, dispersion, la fin d'une maison familiale. Ah, voici le beau portrait de celle qui fut la maîtresse de maison, par Boldini. La princesse Cécile Murat a dirigé cette demeure et lui a donné sa marque et sa chaleur. La princesse, je vous le rappelle, était fille, petite-fille, arrière-petite-fille de soldat. Au sommet de sa généalogie, il y avait le maréchal Ney. Et elle épousa un Murat. Pour sa descendance, nous allons voir. Tenez, jetez un coup d'œil à la salle à manger d'apparat. Pour l'amour du ciel, ne vous laissez pas impressionner par la tristesse des housses.
Ici, mon Dieu, la princesse a reçu Eugénie, impératrice des Français, Édouard VII, roi d'Angleterre, Alexandra, reine d'Angleterre, Marie, reine de Roumanie, la plupart des chefs d'État, jusqu'à Wilson, président des États-Unis, qui a fait de longs séjours d'ailleurs dans la maison de Murat, pendant qu'il s'occupait à donner au monde un traité de paix. Tout à l'heure, vous aurez le temps de faire la preuve de tout ça à travers l'infaillible mémoire de Joseph, qui a personnellement ordonnancé toutes ces réceptions. Je vous prie de jeter un coup d'œil à l'effigie du maître de maison de la grande époque, le prince Joachim Murat, soldat et grand chasseur. Et maintenant, nous allons aller à la chasse des vivants, des derniers hôtes de la maison Murat. Le prince Charles, soldat bien entendu, soldat des deux guerres, a servi en France et au Maroc, où il s'est installé cultivateur. On peut se rassurer, il n'entretient son sabre que par une sorte de tradition sentimentale et sans aucune intention de s'en servir ailleurs que dans l'agencement d'une panoplie. Voulez-vous lier connaissance avec son frère, le prince Paul, soldat. On l'a surnommé affectueusement le prince Cui-Cui à cause de son amour immodéré pour les oiseaux de tout plumage. Il est exact qu'il entend couramment le vocabulaire du chardonneret. Il sait aussi tous les couplets du rossignol, mais il ne les chante pas. Voyez-vous, c'est une passion qui lui vient du fond des âges, du temps où il était comme ça, comme son portrait. Enfin, Paul, voilà un personnage extraordinaire auquel je vous conseille de prêter la plus vive attention. Il s'appelle Pierre. Il est un des plus jeunes de l'énorme dynastie des Murat, mais ce petit garçon appliqué de 12 ans représente un cas extraordinaire. Prince Murat, il descend en droite ligne de Napoléon par sa sœur Caroline, épouse du premier cavalier du monde. Nous y sommes. Vous pouvez jouer au jeu des ressemblances avec des effigies de Napoléon. Mais du côté maternel, sa grand-mère étant la propre sœur du comte de Paris, l'enfant rejoint directement Saint-Louis, François Ier, Henri IV et tous les rois de France. Vous pouvez chercher des airs de famille. Vraiment, je ne crois pas qu'il existe une généalogie aussi étonnante que celle-là. Tiens, une rencontre. Permettez, ça c'est un portrait du roi Murat par Gérard. C'est beau, non? C'est beau, oui. Enfin, avouez que c'est tout de même une région extraordinaire. Oui, et j'ai même l'impression que je commence à comprendre. Alors vous savez ce qu'on va faire? On va prendre notre filet à papillon et chacun de son côté, on va à la chasse aux souvenirs. Eh bien entendu, allons-y. Vous allez où? Ben à la chasse. Mais qui va vous guider? Et n'ayez pas peur, je vais me guider tout seul. À l'oreille. À l'oreille. Eh bien, je savais que je retrouverais mon chemin, mais je vous avoue que, sachant où je suis et à qui je parle, j'aurais pensé trouver ici des aigles ou des abeilles à la rigueur, mais pas des perruches. Ah, mais ça, c'est parce que, vous savez, je suis président de la Ligue française pour la protection des oiseaux et que je vis avec les oiseaux. Et ça consiste en quoi, cette ligue? La Ligue française pour la protection des oiseaux désire qu'on laisse en paix les oiseaux qui vivent sous le ciel de France librement, qu'on ne les capture jamais et qu'on sache qu'on peut avoir chez soi l'oiseau, ses belles perruches ou ses canaris qui ne souffrent pas en cage. C'est un très beau programme, mais je ne pense pas que ce goût des oiseaux, vous l'ayez contracté ici. Non, je ne l'ai pas contracté ici, mais je l'ai contracté très jeune parce que nous allions en vacances en été dans la propriété de mes parents à Chambly, où il y avait un excellent vieil homme, un vieux garde, qui s'appelait le père Bourgoin, qui probablement avait pris le jeune enfant que j'étais en affection et qui m'emmenait au printemps faire des tournées dans les bois. Il me montrait les nids. Il me montrait la manière de vivre des animaux et des oiseaux en me disant toujours, il ne faut pas leur faire la moindre peine et il ne faut surtout pas toucher aux petits oiseaux. Ils sont très utiles et ils sont très agréables. Et c'est une leçon que vous avez retenue. Que j'ai retenue et surtout, il m'a montré qu'on pouvait avoir des oiseaux de cage sans opprimer les oiseaux libres. Ce qui nous vaut une compagnie bruyante. Oui, mais vous voyez, j'arrive très bien à les faire rester tranquilles un petit peu, pas beaucoup.
Vous voulez bien vous taire, mes cocottes, hein? Donc, je connais à présent au moins une de vos passions, mais de cette maison, je ne sais rien. J'y viens pour la première fois et je voudrais vous demander si vous pouvez nous l'évoquer. Je vais essayer de le faire, quoiqu'au fond, ça me fait beaucoup de peine, parce que j'ai vécu ici depuis 60 ans, exactement. Ces escaliers, ces pièces, je les ai parcourus tout jeune et je les parcours encore. Pas pour longtemps, hélas. Mais voyez-vous, avant la guerre de 14, évidemment, j'étais encore un très jeune homme et je n'étais pas toujours, quand j'étais plus jeune, convié aux fêtes ici. Ce qui fait que, mon Dieu, je les voyais, mais je les voyais de derrière les décors. C'est-à-dire quelquefois, quand Joseph nous le permettait, et ça nous intéressait beaucoup, car nous avions 12 ou 14 ans, et nous sentions déjà que c'était des choses intéressantes. Car on voyait les couples qui avaient quitté le salon pour se compter fleurette, probablement. Et j'imagine qu'il est d'ailleurs pratiquement impossible de ressusciter d'une manière visuelle, en tout cas, ce que représentait l'éclat d'une maison comme Pour moi, c'est très difficile. Tenez, je vais vous raconter un grand bal qui s'est passé ici et pour lequel j'ai un souvenir personnel. Je savais que je devais rencontrer pour la première fois depuis son mariage ma sœur à ce bal. Or, il y avait dans ce salon, le salon de bas, au rond, une superbe jeune femme que j'ai pris honnêtement pour ma sœur. Je me suis approché de cette personne par derrière, une ravissante femme blonde, et je l'ai embrassée sur l'épaule en lui disant « Bonsoir, Marguerite ». Or, c'était pas ma sœur, c'était une ravissante jeune femme qui s'appelait Marguerite. Ça a fait un petit scandale car son mari était là. Mais ceci n'a pas d'importance, c'était un Roumain et tout ça s'est oublié, c'est parti, ça n'existe plus. Mais je n'ai pas oublié la ravissante dame. Je m'en doute bien. Seulement voilà maintenant, les lampions sont éteints. La maison elle-même va disparaître. J'imagine que même vos oiseaux vont se sentir bien dépaysés. Oh, j'espère que non. Je vais faire tout le possible pour qu'ils ne soient pas dépaysés. Voulez-vous vous taire, s'il vous plaît? Je vais essayer qu'ils ne soient pas dépaysés. Je vais tâcher de me loger quelque part. En tous les cas, en fonction de... pour le moment, je ne sais pas très bien. Mais il y a une légende dorée de la famille qui existe. Nous savons très bien que l'Élysée où habitent actuellement les présidents de la République et depuis longtemps, comme l'a dit mon père, monsieur le président Poincaré, lorsque celui-ci allait l'inviter à l'Élysée à venir au STIP, à la grande course de haie, il lui a dit, mon cher prince, est-ce que vous savez que vous êtes ici chez vous et que je n'y suis pas? Alors mon père, un peu étonné, lui dit, comment ça, monsieur le président? Et c'est là que nous avons su que par un jugement rendu en 1817 par la Cour d'appel de Paris, l'Élysée a été reconnue comme propriété de la famille de la reine Caroline et de ses enfants. Par conséquent, vous pouvez vous présenter à la grille. Ça serait très amusant de dire au président, avec tout le respect qu'on lui doit, Monsieur le Président, vous êtes un occupant sans titre. Amusant, mais absolument irréalisable. Et puis je ne crois pas que mes oiseaux aimeraient ça du tout, et moi non plus. Eh bien, mon collègue, je suis très fier de moi, parce que je crois que j'ai trouvé un joli sujet de conversation. Ce casque-là, c'est à vous? Oui, c'est à moi. Mais vous ne m'avez jamais fait l'honneur de le porter. Ah, je l'ai porté pendant 6 mois en 1911. Pendant 6 mois, et après? Et après, la Chéchia. Donc voilà la représentation plastique. Ah bah c'est le tableau de Scott, c'est extraordinairement murat. Mais je restais moins fidèle au colonel en kaki et son grand manteau de la première armée. Ouais, c'était une autre guerre. Ah, Tocho. Je demande pardon, c'est Bonaparte, ça? Oui, c'est Bonaparte. Mais il y a un anachronisme grave, la Légion d'honneur, elle est née en 1802. Malheureusement, c'est le rouge des commissaires-priseurs. Bon, voilà ce que je voulais vous demander, c'est de dire comme ça très vite le souvenir qui ne risque pas de s'effacer quand les murs de cette maison vont tomber. Eh ben, le souvenir de mon enfance ici, c'est le duel des plumes blanches. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le duel qui a eu lieu entre le général André et le général Négrier. Général André était ministre de la guerre. C'est ça, était ministre de la guerre. C'est quelle époque? 1902. Et ils se sont battus ici? Oui, ils avaient demandé l'autorisation à mon père qui a donné le jardin. Et le duel, je l'ai vu caché, derrière des rideaux, ah, oui. de la fenêtre d'en haut, de ma chambre.
Et j'ai vu le général André tirer et le général Négrier lancer son revolver. On dit je ne veux pas user de munitions sur un homme que je méprise. Ça mépris. Vous aviez quel âge? J'avais 10 ans. Ah, c'est très révélateur, vous savez, comme souvenir d'enfance. C'est le goût de l'héroïque, du panache. Déjà, le soldat que vous êtes montrait le bout de l'oreille. Ça fait odeur de poudre et de balles, ça fait histoire Burat, tout ça. Oui. Il y en a eu d'autres depuis, d'ailleurs. Mon colonel, à ce moment-là, quand vous étiez enfant, vous n'étiez pas terrifié par cet extraordinaire personnage que j'ai rencontré dans les couloirs et qui est le majordome Joseph. Ah, monsieur Joseph de notre enfance. Quand nous passions devant, on le saluait bas et on ne faisait rien sans lui demander l'autorisation d'ouvrir une porte. Ah, c'est très clair. C'était le personnage de première importance. Je voudrais que vous me disiez comment se situaient les rapports sociaux, dans cette époque fabuleuse, faut bien le dire, entre l'étage des maîtres, si vous voulez, et l'étage des domestiques au sens romain du mot. Oui, au sens faisant partie de la famille. Eh bien, il continuait à faire partie de la famille sur un autre plan, car à table, Joseph présidait avec la première femme de chambre, puisqu'il n'était pas marié. À la table de l'office. À la table de l'office, et les places réparties autour de lui étaient dans la hiérarchie que l'on observait à la table des maîtres. C'est-à-dire que quand on a invité un grand-duc et qu'ils habitaient à la maison, si le valet de chambre du grand-duc était à droite de la première femme de chambre, et la femme de chambre de la grande-duchesse à droite de monsieur Joseph. Ah ouais. Est-ce que vous pourriez me donner une idée précise, une idée figurative de ce qu'était l'importance de Joseph? Elle était telle qu'un jour, ma mère désirant faire cadeau d'un petit service à thé en argenterie qu'elle avait à une de ses belles-filles qui venait de se marier, elle dit à Joseph, apportez-moi l'objet, le service. Il a répondu, non, vous ne prendrez rien dans mon argenterie. Et elle n'a pas pu le donner? Jamais. À l'époque la plus brillante de cette maison et de votre maison de Rocancourt, il y a eu combien de domestiques ici? Oui, c'est assez étonnant d'ailleurs. J'ai recherché ça pour des souvenirs. Et quand il y avait le grand train de vie, c'est-à-dire que la rue de Monceau marchait en plein, le château de Chambly, Rocancourt et la villa de Deauville, il y avait environ 100 domestiques. 100 domestiques? Oui. Et au sommet de la pyramide? Il y avait Joseph qui dirigeait, enfin, qui mettait tout ça en route. Est-ce que tout ça est vrai? Est-ce que vous êtes réellement la mémoire de cet univers qui va disparaître? Vous savez, tout ce qui s'est passé ici, oui. depuis le début. Oui. Vous voyez, je vous crois d'autant plus volontiers que ces feuilles que j'ai sous ma main actuellement, c'est en somme votre livre de bord. Vous avez inscrit là-dessus, jour après jour, tout ce qui se passait. Jour par jour. Je vois repas du personnel, je vois sortie des vins, repas des maîtres. Je vois par exemple que le 5 juillet 1912, vous avez eu ici un dîner très important. Oui, 92 couverts. 92 couverts, la comtesse de la Rochefoucauld, madame Vanderbilt, La grande-duchesse Paul. la grande-duchesse Paul. Et vous aviez combien d'aides pour servir un dîner de cette importance? J'avais trois hommes par service et il y avait 9 services. Il vous a fallu combien de temps pour le servir? 55 minutes. En tout. En tout. Et c'est très peu. Mais oui, C'est une manière de record. Ça fait combien de minutes par plat? 5 minutes. Et vous avez mis combien de temps à desservir ensuite? Après le service, que les invités étaient passés au salon, j'ai mis exactement 10 minutes pour débrasser la salle de fête et remettre la salle de bal en place. Et les musiciens ont commencé à jouer 10 minutes après et ils ont commencé à danser. 10 minutes après que la maîtresse de maison se soit levée, les invités dansaient dans la salle à manger. C'est ça. Je vois par exemple, enfin je continue, que le 4 juin 1936, on a mangé ici un consommé de diablotin, turbo bordelaise, aiguillette de bœuf flamande, poularde à l'estragon, salade petits pois, glace coppelia, gâteau, langues au parmesan. Bib, fromage, fruits assortis, petit four, café, liqueur et enfin tout. Vous avez eu des réceptions plus importantes encore que ce dîner de 90 couverts. Oui, j'ai eu une soirée de 1800 personnes. Ici. Ici. Il y avait 250 danseuses sur la pelouse. Il y avait 82 musiciens qui ont défilé, qui étaient costumés.
dans le jardin toute la nuit. Tous les bosquets étaient éclairés à l'électricité. Et il y avait 3000 ballons dans les arbres, de toutes couleurs. Je sais que vous avez servi également le roi d'Angleterre, Édouard VII. Oui, à Marienbad. C'est cela, ça ne se passait pas ici, c'était en Autriche. Exactement. Mais alors, précisément, quand il y avait un dîner de ce genre, les choses se passaient comment? Vous preniez le train? On partait ici, comme tous les ans, pour la saison. Et pendant la saison, il y avait le roi d'Angleterre qui était à Marienbad. Et la princesse a donné un dîner en son honneur. Mais c'était à l'hôtel. Au café Egerländer, qui se trouve à 3 kilomètres dans les bois. Et vous aviez emporté la vaisselle, enfin, tout, le linge. Le linge, enfin tout, comme à la maison. Et on a préparé les tables, tout, avant l'arrivée des invités, et on a servi les dîners la même chose, comme si c'était à la maison. C'est bien ce que je voulais vous faire dire. Cela se passait à Marienbad, ça aurait pu se passer à Tombouctou ou à San Francisco. C'était la vaisselle Murat, le linge Murat et le personnel Murat. C'est ça. Je voudrais vous demander, quelles sont ces décorations que vous portez? 25 ans de service, 35 ans de service, 45 ans de service et 55 ans de service. La dernière médaille représente 55 ans de service. Oui. J'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui la portent. Non. Qu'est-ce qui vous a donné ces décorations? C'est l'État. C'est l'État français. Oui. Eh bien, je ne suis pas sûr que nous puissions tout à fait comprendre, mais une chose que nous pouvons faire, c'est de saluer. Mais quel âge aviez-vous tous les deux quand Carolus Durand a fait votre portrait? 6 à 7 ans. À ce moment-là, vous voulez montrer le portrait? Moi, je trouve que la confrontation entre le portrait des enfants que vous étiez à l'époque fabuleuse dont nous venons de parler pendant une demi-heure et les hommes que vous êtes aujourd'hui est extraordinaire. Non, je ne suis pas cuistre au point de vous dire que j'ai été frappé à l'estomac en me disant « Mon Dieu, comme ils n'ont pas changé !» Mais c'est tout de même extraordinaire. Enfin, je veux dire, on vous retrouve très bien. Ouais, moi les cheveux, mon vieux. Non, 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 parce que j'ai tout prévu, mon frère. Et voilà vos cheveux. Permettez que je les montre. Ouais. Et voilà à l'autre époque. Alors vous avez de la chance de les avoir, ils sont pas encore sur l'inventaire. Mais non, non, ils n'iront pas. Mais vous, prince, vos cheveux, Eh bien, hélas, mes cheveux, ils ont été mangés au mythe. ils étaient aussi jolis. Ah non, ils étaient moins brillants. Alors vous triomphiez à l'époque sans avoir à combattre. Et maintenant je suis battu, il a des cheveux, moi je n'en ai plus. Vous avez dit tous les deux une même chose, à laquelle je pense beaucoup. Vous avez dit à Paul Guimard, et vous, mon collègue, m'avez dit à moi, que dans la vie fastueuse de cette maison, il y avait eu une cassure, c'était la guerre de 14, et que cette cassure avait été définitive. Mais vos parents ont continué à vivre dans cette maison, eux qui avaient animé la demeure. Oui, ils ont continué à vivre, mon père y est mort en 1932, ma mère est morte ici l'année dernière au mois de février, mais la vie s'est rétrécie comme une peau de chagrin, et le train de vie a diminué. Mais justement, vous n'avez pas le sentiment que votre mère ait beaucoup souffert de ce changement de climat? C'est très difficile à dire. J'ai vécu avec elle depuis 20 ans. Et elle ne m'a jamais fait allusion à quoi que ce soit. Elle n'a jamais parlé de quoi que ce soit. Même à vous, ses fils? Même à moi, qui ai vécu avec elle tous les jours. La seule chose, quand on a construit sur son jardin les grandes maisons que vous pouvez voir, elle a tiré ses rideaux et c'est tout. Eh bien, voyez-vous, je ne voudrais pas que notre curiosité dépasse certaines bornes, mais enfin, il est bien certain qu'on ne vit pas comme vous, 61 ans, au même endroit, sans attacher beaucoup de soi-même aux choses. Et j'imagine très facilement que ça n'est pas de gaieté de cœur maintenant que vous voyez tout ça. Eh bien, je trouve ça lamentable, quand elle a vécu 61 ans, dans les splendeurs, avec les fêtes qu'on a données et tout, et de voir disparaître tout ça, en maintenant, ça vous fait certainement gros mal au cœur. Pierre, maintenant, c'est à nous deux. Qu'est-ce qu'on fait? On s'assied comme des graves ou bien on marche? On marche. Alors allons-y, marchons. C'est plus facile de se faire des confidences comme ça. Vous êtes en 6e au lycée. Oui, monsieur. Alors qu'est-ce qu'on fait comme histoire? Qu'est-ce qu'il y a comme histoire au programme? Nous faisons l'histoire ancienne, c'est-à-dire l'Égypte, la Mésopotamie, et nous commençons la Crète. Bon, ben, il n'y a pas de membres de la famille dans cette histoire encore. Mais les 2 années d'avant, vous les avez passées en Angleterre?
Oui, monsieur. Alors, en Angleterre, vous aviez sûrement l'histoire de Napoléon. Oui. Et quand on vous a appris, un beau jour, en Angleterre, que Waterloo était une victoire, et Trafalgar aussi, qu'est-ce que vous aviez pensé, vous qui aviez appris le contraire à l'école? C'était une défaite pour les Français. C'était sûrement des défaites pour les Français. Mais ça ne vous a pas étonné qu'une vérité qu'on vous avait apprise à l'école, ici et dans la famille, devienne tout à coup une erreur en Angleterre? Vous n'avez pas pensé qu'il était drôle qu'il y ait une vérité en Angleterre et une vérité en France? Est-ce qu'il n'y a pas une vérité pour tout le monde? Moi, je crois qu'il y a une vérité pour chaque peuple. Oh, que c'est malin tout ça. Eh ben moi, j'aurais tout simplement pensé que c'est trop compliqué pour moi. Ce qui est trop compliqué aussi, c'est l'histoire des Murat à l'origine. Alors vous allez faire l'historien pour moi. Le roi Murat et la reine Caroline ont bien eu 4 enfants. Ça, je sais. Mais ce que je ne sais pas du tout, c'est l'ordre des enfants. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça? Eh bien, voulez-vous qu'on aille voir le portrait de famille? Vous faites le guide? Oui. Attention, attention de ne pas perdre l'équilibre, là, hein? Bon, alors maintenant, faites le guide pour moi. Alors, voici la reine Caroline Murat, qui était la sœur de Napoléon Ier. Hein? Voici son fils aîné, Achille Murat, qui a été aux États-Unis et qui a été ministère des PTT. Oh, je crois qu'il a été ministre tout seul, pas le ministère tout entier. Ah oui, il a été ministre tout seul et qui s'est marié avec la nièce du président Washington. Très bien. Ensuite, voici Lucien Murat, mon arrière-grand-père, puis Laetitia et Caroline, qui se sont toutes les deux mariées en Italie. C'est excellent tout ça. Donc Pierre, j'ai l'impression que vous avez grandi depuis tout à l'heure. L'ancêtre, est-ce que vous trouvez que vous lui ressemblez beaucoup? Oh, pas tellement, non. Ben, je vais vous dire, on m'a toujours dit que vous ressembliez beaucoup à votre ancêtre, Lucien, mais je trouve que vous... Faites voir les yeux. Je trouve que vous êtes beaucoup plus près, mais beaucoup plus près d'Achille. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ah, c'est amusant, ça, de savoir. À qui est-ce que vous ressemblez dans les 4 enfants Murat? Moi, je crois comme vous à Achille, oui. Sûrement, ben, je suis content d'avoir eu raison. Mais il faut continuer cette conversation, on va. Je suis ébloui par la science de l'historien. Maintenant, on peut s'asseoir. Je voudrais, Pierre, que, sans réfléchir beaucoup, très vite, vous me citiez 3 noms. 3 de vos ancêtres, paternels ou maternels, les 3 que vous préférez, comme ça, que vous avez dans votre cœur. Eh bien, je crois Saint-Louis, Henri IV et Murat. Le choix me paraît bon, mais pourquoi? Eh bien, j'aime Saint-Louis parce que tout le monde l'a aimé. Ouais. Et j'aime Henri IV parce que j'aime un peu au pot. Ah, c'est personnel. Oui. Et j'aime le roi Murat parce que c'était le meilleur cavalier du monde. Eh bien, ils ont de la chance, tous les 3, d'être élus par vous. On devrait faire une entreprise ensemble tout de suite. Vous n'avez jamais pu assister, bien sûr, à une fête dans cette merveilleuse salle, et moi non plus. Alors, on pourrait peut-être en inventer une et la faire à nous 2. Moi, je ferai le public, parce que j'ai pas beaucoup de talent. Et puis voilà, vous, d'abord, vous devez obéir à vos devoirs de maître de maison. Oui. Vous allez me donner le spectacle. Alors, vous allez d'abord installer la salle, s'il vous plaît, où je vais m'installer, je vais être le tout Paris. Et puis moi, je vais installer la scène, je vais rouvrir le théâtre Monceau. Très bien. Voilà, maintenant, il faut disparaître dans les coulisses. Je pense qu'il est extrêmement simple d'imaginer le décor qui représente les horizons sans fin d'un parc avec des pièces d'eau et des biches en liberté. Et maintenant, le petit Pierre Murat va nous dire le poème inédit que Victor Hugo a écrit sur le carnet de son ancêtre Michel Ney et qui est dédié à tous ceux qui portent un nom exceptionnel. Enfants, fils des héros disparus, fils des hommes, qui firent mon pays plus grand que les de Rome et qui s'en sont allés dans l'abîme englouti, vous que nous voyons rire et jouer tout petits, sur vos fronts innocents, la sombre histoire pèse. Vous êtes tout couverts de la gloire française. Oh, quand l'âge où on pense, où on ouvre les yeux, viendra pour vous, enfants, regardez vos aïeux avec un tremblement de joie et d'épouvante.
Ayez toujours votre âme en leur âme vivante. Soyez nobles, loyaux et vaillants entre tous, car vos noms sont si grands qu'ils ne sont pas à vous. Tout passant peut venir vous en demander compte. Ils sont notre trésor dans nos moments de honte, dans nos abaissements et dans nos abandons. C'est vous qui les portez, c'est nous qui les gardons. Eh bien, voilà exactement l'image qu'il nous fallait pour terminer. Je vous supplie de ne plus bouger. Voyez-vous, nous ne disposons, nous autres, ni de David, ni de Gérard, ni de Philippe de Champaigne, mais nous allons tout de même essayer de compléter cette galerie des ancêtres que nous venons de parcourir. Nous allons essayer de faire le dernier portrait de famille avant que ces murs ne s'écroulent. Alors, voulez-vous garder la pause? Tout est dit. Au fond, si on enlevait à cette maison Murat tous ses ors, elle ressemblerait étonnamment à toutes les maisons familiales qui disparaissent et qui font un effort pour léguer une image d'espoir.